Hello tout le monde, c'est Dorian de Pleine Grandes Écoles. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo au Chinese Business Club. L'invité d'honneur aujourd'hui c'est Michel-Édouard Leclerc. La salle est comble, il y a plus de 220 convives présents aujourd'hui. Je pense que ça va être une édition vraiment exceptionnelle. C'est parti, on vous emmène en immersion. Michel-Édouard Leclerc, vous êtes un grand entrepreneur français. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre histoire un petit peu et nous donner un conseil sur cette histoire? Alors, moi, je ne suis pas fondateur, ni même créateur. Ce sont mes parents, mari et femme, qui ont pensé le système de distribution dans l'après-guerre, où il y avait trop de marge prélevée entre l'industriel et le consommateur. Et donc, ils ont recréé le circuit court. Et sous l'enseigne Leclerc, ils ont fait des émules en permettant à des commerçants indépendants de rester indépendants et d'être le moins cher. Moi, je suis arrivé après un certain développement. Et ce que mes parents avaient fait dans l'épicerie, dans l'alimentaire, je l'ai développé avec d'autres collègues Centre Leclerc sur le culturel. On est le 3e libraire de France. Sur les voyages, on est le premier voyagiste, on est le premier bijoutier. Et puis sur finalement maintenant la multicanalité, puisqu'on est à la fois la 5e appli française et le premier groupe de distribution physique. On va dire que je suis plus un développeur qu'un fondateur. Très bien. Quel profil Leclerc cherche, tant pour des fonctions opérationnelles que des fonctions stratégiques? Aujourd'hui, il y a à peu près 180 métiers chez Leclerc. Et donc, il y a des métiers, disons, qui renvoient à la gestion de produits, à la fabrication de produits, au marketing des produits, donc, qui sont à la fois dans le dur et dans le concept. Et puis, il y a toutes les fonctions, amont et aval, de la logistique à la relation client, qui sont soit physiques, soit numériques. Et donc, en fait, nous recherchons un large panel de recrutement. On recrute à peu près 3000 collaborateurs par an. On est une enseigne qui doit avoir 182 000 salariés en France. Et par exemple, aujourd'hui, sur l'IA, sur le numérique, on doit avoir 600 ou 700 cadres entre Toulouse, Shanghai et Cyber City à l'île Maurice. Donc les profils, ce sont des garçons et des filles qui ont fait des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs, qui sont multilingues, très cosmopolites dans la tête, pas sectaires, et qui sont prêts à capter l'innovation dès qu'elle apparaît, quoi. Michel-Édouard Leclerc, vous êtes président de Neoma. Pourquoi vous occupez cette fonction? Qu'est-ce qui vous tient à cœur dans ce rôle? Et quels sont les profils que vous appréciez recevoir chez Neoma? Alors, je suis arrivé à Neoma par la Chambre de commerce de Reims, qui était présidée par un Centre Leclerc, Jean-Paul Pajot, à une époque où il fallait renouveler le président de cette école. Et donc, c'est une école qui était issue de la fusion de l'ESC Rouen et l'ESC Reims. Donc, il fallait un équilibre subtil entre les chambres de commerce. Et j'ai accepté ce deal. C'était la première fois qu'on me proposait. C'est pas une chambre de commerce de Bretagne qui me l'a proposé, c'est pas une école de commerce. J'ai trouvé ça sympa parce que je venais moi-même de l'université. Je n'ai pas été formé aux écoles de commerce, mais je connais les écoles de commerce par mes enfants puisque j'ai une EM Lyon, une EDEC et un ESCP Londres. Donc c'est comme ça que je connais cet univers. J'y ai trouvé une directrice, Delphine, d'enfer, qui déménage. On est parti sur un 3e campus, donc à Paris. Et aujourd'hui, on est la 7e école française, avec des professeurs de très belle qualité, avec, je pense, des étudiants qui se rendent compte quand même que c'est une bonne école, quoi, pour leur CV. Et voilà, ce que je voudrais, c'est que dans la période où je suis leur président, sur leur CV, ça leur serve demain. Michel-Édouard, vous étiez invité d'honneur aujourd'hui au Chinese Business Club. Qu'est-ce qui nous vaut votre présence aujourd'hui? Pourquoi avez-vous accepté cette invitation? En fait, je parle beaucoup au grand public, à travers les médias. Je me suis toujours investi. Je pense que c'est très important d'expliquer ce qu'on fait. Une marque, une enseigne, c'est une promesse et c'est une offre qui doit tenir cette promesse. Mais cette promesse,
Il faut en nourrir le récit, l'argument, la justification, l'évolution. C'est pour ça que je vais souvent dans les grands médias. Mais je ne fais pas partie de club, je ne fréquente pas tellement le monde patronal supposé, hormis les patrons de Centre Leclerc et les patronnes de Centre Leclerc. Et donc je viens de temps en temps dans ces clubs où au fond je peux quand même parler, me confronter à des leaders d'opinion, à des journalistes, à des entrepreneurs venus d'ailleurs et y récolter quelques cartes de visite qui vont me faire grandir et apprendre encore dans l'évolution de la société. Frédéric Mazella, fondateur de Blablacar et de Dift. Quel conseil, Frédéric, tu donnerais à des étudiants jeunes diplômés qui souhaiteraient entreprendre aujourd'hui ? Alors je conseillerais déjà de choisir quelque chose qui nous plaît. Parce que c'est c'est un long chemin de créer un projet qui fonctionne et donc il faut être extrêmement passionné par ce qu'on fait. Ensuite de s'associer, essayer de ne pas partir tout seul parce que c'est plus dur tout seul évidemment qu'à plusieurs. Et puis surtout d'écouter beaucoup dès qu'on a une idée, la proposer aux autres et voir les retours qui reviennent pour construire justement une offre qui soit acceptée et qui fonctionne. Faire en sorte que même quand on développe son premier produit, on écoute énormément ses premiers clients parce que c'est eux qui vont nous apprendre à faire converger l'offre et puis aller chercher aussi du benchmark, de l'expérience ailleurs en lisant des bouquins de gens qui ont créé des boîtes. Alors il y en a plein, tous les entrepreneurs quasiment, beaucoup d'entrepreneurs ont écrit des livres, il faut aller les lire. Moi j'ai écrit Mission Blablacar qui est un livre des éditions Erol qui reprend 15 ans d'entrepreneuriat dans lequel j'ai mis tout ce que j'ai appris, qu'on n'apprend pas à l'école, des choses terrain. Le livre a été appelé le livre de chevet de l'entrepreneur ou le MBA à 19 €. C'est quand même extrêmement pratico-pratique et ça permet d'aller appréhender l'entrepreneuriat de manière extrêmement pratique et efficace pour justement réussir à créer son projet avec succès. Frédéric Mazella, donc tu es président non exécutif de Blablacar aujourd'hui, tu l'as fondé. Aujourd'hui, tu es également fondateur de Dift. Quel est ton quotidien Quel est le quotidien de Frédéric Mazella ? Mais je pense que c'est un quotidien d'entrepreneur avec beaucoup de créativité, c'est-à-dire que et de formulation de vision, de stratégie. Après, je suis très bien entouré. J'ai beaucoup de gens avec lesquels j'ai choisi de travailler autour de moi sur différents projets, parce qu'il y a Blablacar, il y a Dift, mais il y a aussi France Digital, et puis il y a aussi des actions sur le comité de surveillance des investissements d'avenir, par exemple, ou bien au conseil d'administration de l'INSEAD, qui est mon école, dans laquelle j'ai fait mon MBA. Donc j'ai différentes activités comme ça. C'est de la réflexion globale, de la vision, de la concrétisation des projets avec les équipes. C'est un rôle moins opérationnel que ce que je faisais avant, donc c'est assez différent, puis c'est aussi beaucoup plus multiforme. Chez France Digital, ça va être réussir à comprendre les politiques d'innovation à la fois au niveau France et au niveau européen et savoir comment se positionner pour encourager notre écosystème technologique à se développer et à prendre sa place dans le monde. Pour Blablacar, ça va être la stratégie de la mobilité sur les années à venir, comment on combine le covoiturage avec le bus, le train et dans différents pays, parce qu'aujourd'hui Blablacar c'est une communauté de 100 millions de personnes dans une vingtaine de pays, du Brésil à l'Inde, avec d'ailleurs le Brésil et l'Inde qui sont les deux plus grands pays en termes de covoiturage pour nous. Donc voilà, c'est multiforme, et sur Dift, on en est au stade de véritablement créer l'offre. Alors on a déjà aiguillé 20 millions d'euros vers 300 associations, avec le partenariat avec 350 entreprises mécènes, dont une douzaine d'entreprises du CAC 40. Et le but est d'aller envoyer un maximum d'argent vers des projets socio-environnementaux. Donc c'est des projets très différents sur lesquels j'ai la chance d'être très bien accompagné. J'arrive à m'entourer de gens opérationnels extrêmement performants. Frédéric, tu viens assez régulièrement au Chinese Business Club. Qu'est-ce qui nous vaut ta présence au sein de ce prestigieux club d'affaires ? Moi j'adore discuter, j'adore les gens. J'adore rencontrer des gens qui font des projets, j'adore les gens qui sont actifs et je me nourris énormément de ces interactions-là. Toutes les personnes que je rencontre qui construisent des projets, qui ont des envies, des ambitions, qui ne cherchent pas à subir le futur mais plutôt à le construire, ça m'intéresse énormément, et donc c'est ça qui me fait venir ici, c'est le fait de rencontrer des gens très actifs qui ont toujours des projets à raconter, et puis il y a le côté humain de l'interaction qui est toujours agréable. Monsieur Leclerc, merci beaucoup. Achille, enchanté, je suis magicien et un petit peu arnaqueur aussi. Juste ici, j'ai une prédiction dans ce paquet de cartes. Je veux que vous la gardiez. Ok, vous les gardez bien, personne ne doit s'en approcher. On va choisir une carte tous ensemble. Monsieur, rouge ou noir ? Ah ben rouge. Rouge. Vous êtes un romantique, c'est ça ? Oui. On a l'air, hein, c'est ça. Communiste. Il y a le cœur et le carreau. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous êtes un romantique aussi, vous, c'est ça ? Magnifique. Donc cœur, très bien. Madame, dans les cartes rouges, une carte haute ou une carte basse ?
basses. Dans les cartes basses, il y a 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qu'est-ce que vous voulez? 4. 4. Donc 4 de cœur, c'est ça? Ouais. Personne s'est approché du paquet? Non. On est d'accord. Dans le paquet, j'ai fait quelque chose d'un petit peu bizarre. C'était 4 de cœur à la carte, hein, c'est ça? Et bah dans le paquet... Mince. Bon, on était bon sur le cœur déjà. J'étais convaincu que vous alliez choisir un as. Du coup, en fait, j'ai retourné globalement les 4 as comme ça. Mais du coup, bah, ça n'a aucun rapport avec le 4 de cœur, on est d'accord? On est d'accord. Bon, il y a 4 as, mais en fait, j'étais tellement sûr qu'ensemble, vous alliez choisir le 4 de cœur que j'ai fait quelque chose d'un peu spécial au dos des cartes. Regardez bien. Mettez la main comme ça. Merci beaucoup. Et juste ici, il y a écrit ta carte. On est d'accord, c'est indélébile, hein, monsieur Leclerc. Vous pouvez toucher? Je touche. Ok, magnifique. Et regardez bien. Saint-Thomas. 4, Ouais. 2, cœur, on est bon, merci beaucoup. Vous pouvez vous applaudir très très fort. Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les députés, monsieur le préfet, monsieur l'ambassadeur, chers amis. Le Chinese Business Club est heureux d'accueillir en invité d'honneur monsieur Michel-Édouard Leclerc, président du comité stratégique des centres indépendants du même nom. J'en profite pour souhaiter la bienvenue aux nouvelles sociétés membres du Chinese Business Club, Lenovo, Spring Lane, Nova Minds, Malone Hotels, Europe Amiante, l'ISG, CPMS, Ideal Développement, Fervenza et l'hôtel Le Belmont à Paris, où nous organisons un cocktail pour les membres le 13 janvier prochain. Cher Michel-Édouard Leclerc, c'est un plaisir de vous accueillir une nouvelle fois au Chinese Business Club, vous qui incarnez depuis plus de 40 ans maintenant une vision singulière de l'entrepreneuriat à la française. Votre parcours ne se résume ni à un nom, ni à une enseigne. Vous débutez votre vie professionnelle loin du carrelage, comme on dit, terme qui vous est cher. Vous rejoignez l'aventure familiale à la fin des années 70, avant de prendre en 1988 la présidence du groupement des centres Leclerc, en assumant très tôt votre rôle d'agitateur d'idées autant que de stratège. Vos combats sont très clairs et vous les défendez avec autant de verve que de persévérance. Protéger le pouvoir d'achat des Français, moderniser un modèle coopératif unique en France et faire émerger des combats sociétaux, du prix du livre à l'accès à la culture, de la transparence tarifaire à l'accès à la santé. Vous contribuez également à structurer l'internationalisation du groupe Leclerc, à développer les drives bien avant que le marché ne s'y convertisse massivement et à inscrire l'enseigne dans la révolution numérique sans renier à l'indépendance des adhérents. Dans un réseau de plus de 600 entrepreneurs, tenir le cap doit parfois relever de la diplomatie avancée ou de l'art de convaincre des personnalités au caractère aussi affirmé que le vôtre. Observateur attentif des mutations sociables, blogueur reconnu, intervenant régulier et respecté dans le débat public, vous avez toujours revendiqué un entrepreneuriat engagé et ancré dans le réel. Vous dites souvent que l'entreprise n'a pas vocation à plaire, mais à progresser, à toujours se réinventer. Une formule qui résonne parfaitement avec l'écart qui continue de se creuser entre les centres Leclerc et leurs concurrents. Cher Michel-Édouard Leclerc, nous sommes impatients d'écouter votre lecture des enjeux de notre monde économique, vous qui répétez que l'entrepreneuriat est d'abord une affaire de responsabilité et de courage. Je vous remercie de votre attention et je cède la parole à monsieur Michel-Édouard Leclerc. Bonjour à tous. Ah, c'est très impressionnant. Hein. Je pensais que tu avais réduit ton club. Là, je vois qu'il y a du monde. Hein. Et j'ai mis une cravate. Alors, j'en ai pas acheté depuis 20 ans. Donc, c'est Paco Rabanne qui a pas... Il n'y a pas une face qui a changé. C'était bien dans le tiroir. J'ai plus l'habitude. Je respecte le dress code. Je respecte pas tout. Je suis breton, c'est normal. Je suis un taiseux, je suis un fils de Tabarly, je suis un fils d'Édouard. Merci de m'accueillir. C'est vrai que aujourd'hui, en France, on vit une séquence très perturbée, j'allais dire un peu à la belge, comme les Belges les ont connus il n'y a pas si longtemps, où le pouvoir de la parole politique avait été pas mal démonétisé,
à la fois dans le peuple, mais aussi auprès des décideurs économiques. Et je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, j'ai plutôt l'impression que c'est une mauvaise chose. Je crois au primat du politique sur l'économie, sur les intérêts sectoriels, privés. Mais enfin, il appartient aussi aux politiques de trouver les mots, de trouver les projets et de trouver les méthodes qui rassemblent un pays pour qu'il ait un horizon, d'abord. Si vous me demandez comme ça, qui est ministre du plan, je ne sais plus. Celui d'avant, je sais que c'était Bayrou, mais je cherchais en vain dans les librairies, à côté des livres de Pascal Boniface, je cherchais un petit livre, Un plan pour la France. Ça fait longtemps que je n'ai pas lu ça. Je t'ai cité, mon grand. Donc, je suis plus dans l'exécutif du mouvement Leclerc, mais je suis quand même très présent au comité stratégique. Et je ne veux pas quitter le terrain, parce que justement, la distribution, c'est un formidable observatoire des comportements sociaux, des attentes, des problèmes. Donc je veux rester vraiment là-dessus. Mais j'ai accepté aussi, à l'âge de la transmission, j'ai accepté d'animer une école qui s'appelle Neoma, une école de commerce, qui est la 7e école française. 3 campus, Paris, Rouen, Reims. Des chambres de commerce dynamiques et des étudiants qui ont faim, qui ont l'appétit du monde et qui disent c'est pas parce que ta génération est aveugle, ou c'est pas parce que ta génération s'est plantée, ou c'est pas parce que ta génération est restée au monde de 1947 que nous, il faut nous stresser, le monde est à construire. Et je suis aussi à l'IRIS avec Pascal Boniface, fondé par Pascal Boniface. Je suis aussi clivant que Pascal. On est là pour mettre du débat au sens jésuitique du terme et grandir avec le débat. On a une génération de jeunes chercheurs qui sont à regarder tout ce qui se passe dans le monde et dans le globe. Et du coup, ces expériences et ces échanges m'amènent aussi à revenir vers le monde de l'action, vers le monde de l'entreprise, pour partager ce sentiment que non, la France n'est pas déclassée, non, la France n'est pas en faillite. Oui, il y a beaucoup de ressources, il y a un bon système éducatif, il y a de la qualité partout. C'est simplement que, comme chacun reçoit les injonctions du monde à se bouger de manière personnelle, sans être vraiment accompagné, et comme je le disais, dans un projet collectif, on a l'impression que tout va mal, quoi. Par exemple, les Jeux Olympiques, la carte postale, on a beaucoup discuté du défilé, on a oublié que c'est l'événement qui dans le monde a fait le plus de spectateurs et de téléspectateurs. C'est une carte postale formidable de la France, et même l'incendie de Notre-Dame et sa reconstruction. Voilà, aujourd'hui Notre-Dame est plus visitée que la Tour Eiffel, c'est le premier site visité du monde, et la France, à quelque chose près, en 2025, c'est 100 millions de touristes, de visiteurs. Et vous entendez encore, ouais, mais ils n'achètent pas grand-chose. Enfin, merde, quand on est commerçant, tu as 100 millions qui passent devant ta porte, c'est à toi de te débrouiller pour essayer de caser ce que tu as de bien dans ton pays, ce que tu veux communiquer, ou ce que tu veux vendre, ou échanger. Et donc, oui, on est un pays un peu dans une phase où on ne croit pas en nous-mêmes. Et on reproche aux politiques ça, mais en même temps, si vous regardez les discours patronaux, si vous regardez les discours syndicaux, ils sont très sectoriels, catégoriels, et ils ne s'enclenchent pas non plus dans le nouveau processus d'une France 2035, où avant de se plaindre qu'à Rio ou ailleurs, ou à Belém, on n'ait pas donné suite à la COP21, nous-mêmes, on n'inscrit pas quelque part un projet. Alors nous, dans les centres Leclerc, c'est ça que je veux dire, et c'est pas faire des grands discours. Moi, je suis né dans les pattes des salariés de mes parents. Je suis né en 52, l'année où mon père a créé et ma mère ont créé leur premier magasin. Ils avaient d'abord, en 49, cassé les murs de la maison, et ils avaient testé, mais en 52, ils créent le premier centre distributeur Édouard Leclerc. Et nous, dans notre vie, on a connu dès 1963, on a connu l'arrivée de Carrefour, hors les murs, avec des hypermarchés faits pour faire les courses en voiture. Ça a scindé le groupe en deux. Leclerc Intermarché est issu d'une appréciation différente
des petits magasins et des grands magasins. Et donc Leclerc est parti faire des hypermarchés quand à l'époque Jean-Pierre Leroc, son collaborateur, a fondé Intermarché et a créé un groupe de supermarchés qui se rattrape aujourd'hui avec Thierry Cotillard très, très sportivement. On a connu à la fin des années 90 l'arrivée des hard discounters allemands parce qu'on avait négligé dans la montée du pouvoir d'achat des 30 Glorieuses, on avait négligé les premiers prix, on n'avait pas donné suite aux produits de première accessibilité. Et donc, il a fallu qu'on remette en cause nos gammes. On a connu la spécialisation, tout le monde a oublié, hein, la spécialisation, elle venait aussi d'ailleurs, elle venait beaucoup du Nord, les Habitat, les Ikea, qui ont complètement changé le tissu de la distribution. Et nous, les ploucs de province, on dit ploucs en Finistère, le pays de Bécassine, on a réagi et on est allé aussi vers la spécialisation. Et c'est d'ailleurs des trotskistes et des anciens trotskistes, Max Terret, qui avaient créé la FNAC, qui nous ont réappris, on a recréé un tissu commercial à marque française sur le bricolage, sur l'équipement de la maison, et la famille Mullier aussi, avec Leroy Merlin, Boulanger, Decathlon et tout ça. Puis on a eu Amazon, on a eu le Jeff Bezos 3, hein, qui est arrivé ici, non seulement comme Amazon, mais aussi avec ses places de marché. Et voilà, bon, aujourd'hui, je représente une enseigne qui fait 60 milliards de chiffre d'affaires. Je vous rappelle qu'il n'y avait qu'un magasin au départ, avec ma mère à la compta. Et aujourd'hui, on est 180 000 salariés, avec des centres d'observation partout dans le monde pour voir comment ça bouge, en Chine, mais pas que, aussi en Azerbaïdjan, au Pérou, dans l'Amérique latine. On voit bien que tout le monde a faim, tout le monde a envie de se bouger, qu'il y a des jeunes qui veulent en être de cette compétition mondiale. Et nous, en France, qui partions de rien, finalement, nous avons relevé 4-5 défis. Et donc, on voit arriver aujourd'hui les nouvelles plateformes industrielles désintermédiant la fonction commerciale. On parle de Chine, mais on ne voit pas arriver JD, on ne voit pas arriver les plateformes indiennes, on ne voit pas que le Nigeria va atteindre 300 millions, puis 350 millions d'habitants, et va avoir aussi la capacité d'amortir autant que l'Europe des chaînes de voitures, des chaînes d'investissement. Et donc, c'est dans ce contexte qu'il faut arrêter de dire le monde change. Et on peut continuer à le dire, mais surtout, il faut se mettre en mode où oui, ça va arriver. Et donc, il faut avoir un plan, il faut avoir à la fois pour chacun de nos métiers des réponses, et des réponses pour nos consommateurs qui soient concurrentielles, des réponses pour l'État pour que les équilibres soient respectés. Et c'est dans cette période où aujourd'hui personne ne répond à des demandes individuelles et personne ne collectivise positivement ces demandes ou ne porte positivement ces demandes qu'on se situe. Alors oui, Leclerc aujourd'hui, je le dis avec sans fanfaronnerie, sans condescendance, c'est bien la bataille entre des groupes d'indépendants comme Leclerc, Système U, Intermarché, qui avons vaincu l'essentiel de l'inflation qu'on vient de voir, avec l'inflation alimentaire. C'est bien aussi nous qui aujourd'hui sommes des débouchés conquérants et même si on est moins fort à l'export que les plateformes du web, on les regarde faire. On est allé à San Francisco, on est allé à Shanghai, on y va tout le temps, on va dans les grandes foires. Et nous qui sommes d'anciens bouchers, d'anciens boulangers, d'anciens épiciers de province, eh bien à défaut de savoir, on embauche des gens qui savent, on expérimente et on relève ces défis. Et c'est cet esprit-là, aujourd'hui, dans une fin d'année où on se complaît un peu dans la sinistro, c'est dans cet esprit-là que je veux vous dire ici à tous, et que vous soyez relais de ça, c'est que dans notre pays, à côté de Leclerc, en rivalité avec Leclerc, il y a non seulement des distributeurs qui sont très ouverts sur le monde et très compétents. On a des industriels qui ont compris aussi les leçons d'une surinflation, l'abandon de la confiance des consommateurs et qui reviennent avec... j'ai reçu des bouchers Ferrero tout à l'heure pour faire la nique à Lint, là, j'ai bien compris. Et on a aussi des écoles avec des savoir-faire aujourd'hui de techniciens en technologie qui nous permettent de relever ces défis. C'est donc un message un peu évangéliste, un peu de confiance que je veux faire passer, fort de cette expérience, fort de cet observatoire. Et pour finir, donc, en gros, on n'y échappera pas.
Voilà, c'est ça que je voulais dire à tous les hommes et femmes d'action qui sont dans cette salle. On n'y échappera pas. La révolution numérique, c'est pas fait juste pour supprimer les papiers, c'est véritablement une injonction qui arrive sur notre Rubik's Cube. Si ma métaphore est bonne, on a une injonction qui est la transformation numérique accélérée de l'IA, on a une injonction sur le plan des inégalités sociales et des politiques sociales, on a une injonction à mieux faire, à mieux répartir, on a une injonction sanitaire qui est de travailler par la nourriture à mieux manger, à mieux protéger nos consommateurs. On a une injonction sur l'environnement qui est aujourd'hui à inscrire dans nos plans d'action. On a une injonction géopolitique qui est de continuer à faire lien avec nos voisins, mais en même temps à s'ouvrir sur le monde, à discuter avec le monde. Et donc, et probablement une injonction interne à revoir les rapports entre les citoyens et l'État dans un mécanisme plus décentralisé, plus expérimental, plus diversifié, plus tenant compte plus de l'évolution de nos métiers. Et un Rubik's Cube avec toutes ces injonctions, la transition énergétique, bien sûr. Alors nous, on a un plan de Leclerc 2035. Et donc, même du fait de la hauteur de mes 74 ans, je peux vous dire, je vais accompagner, je vais mener cette génération actuellement aux manettes sur un groupe de distribution qui croit, lui, qu'on ne reviendra pas en arrière, on ne va pas rentrer dans le débat américain. Et de toute façon, je voulais finir par ça, que vous y croyez ou pas au changement du monde, à l'écologie, à l'évolution du climat, que vous y croyez ou pas, de toute façon, vous n'existerez et vous ne vaudrez quelque chose en 2035 que si vous en avez fait le pas, si vous êtes approprié ce discours et ce plan d'action. Parce que de toute façon, le jour où, ne voulant pas bouger, restant dans une économie de rentier, vos assureurs vous auront classé rouge, F ou G, vos banquiers vous auront classé F, rouge ou G, vos enfants vous auront classé F, rouge ou G, vous aurez plus de valeur. Voilà. Et donc, allons vers le vert.